Je vais commencer par parler de Platon. Alors là, ce ne sera pas très politiquement correct, justement. Bon, alors Platon. Alors, bon, il y a un certain nombre, bon, le Platon, je ne vais pas répéter, tout le monde connaît les textes de Platon, mais c'est ce qu'on en fait, bien entendu. Ces textes, je vais pas les commenter et les attaquer, c'est pas ici le lieu, et je n'aurai pas la compétence de le faire vraiment. Mais comment on les exploite, comment on les utilise, comment un certain nombre de mathématiciens les utilisent. Alors, il y a des positions extrêmes, celle d'Alain Kohn, par exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire que le platonisme en mathématiques? Bon, c'est qu'on prend le mythe de la caverne pratiquement à la lettre, en disant qu'il y a un monde des idées et que ce qui se passe ici n'est que la réflexion d'un monde des idées. Bon, nous ne faisons que des copies d'un monde des idées. Et bon, alors, je vais mettre ça en cause, directement et indirectement. Bon, alors d'abord, je vais me placer du point de vue mythologique. Je vais dire, c'est une autre mythologie. Alors, des mythologies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'histoire de l'humanité est faite et construite à partir de mythologies, même si aujourd'hui c'est un petit peu moins net, des mythologies sont un peu différentes, mais enfin, construites à partir de mythologies. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette mythologie? Bon, d'abord, alors j'ai posé la question. On me dit tel théorème n'est que la démarque de quelque chose d'écrit dans le ciel. Mais pourquoi les mathématiques seulement? Bon, si on fait des analogies, alors là, on va voir que c'est beaucoup plus contestable. Bon, derrière cette idée-là, il y a l'idée d'une muse. Bon, alors la muse, c'est une allégorie très fréquente chez tous les artistes. Et les musiciens, les poètes disent ma muse m'a dit que bon. Alors, est-ce que les mathématiciens ont aussi une muse? C'est une manière de poser les choses. Bon, alors, donc, ce que je veux dire, c'est que il y a eu, oui, donc le monde a été construit sur des mythologies. Et bon, je veux dire, bon, alors par exemple, prenez un exemple, bon, est-ce que l'architecture est inspirée? Je veux dire, est-ce que telle église, est-ce que tel temple, est-ce que tel monument n'est que le décalque, pratiquement, enfin la copie de quelque chose qui existe dans le ciel? Bon, si on le présente sous cette forme-là, même les bons esprits tiquent un peu. Si je dis tel théorème, il existe parce qu'il y a son modèle dans le ciel, un certain nombre de gens l'acceptent. Si on dit que tel temple d'Égypte ou telle église du Moyen Âge chez nous existe aussi dans le ciel et qu'on ne fait que copier ça, ça semble beaucoup plus douteux. Il y a un très beau texte de Valérie qui s'appelle L'architecte ou Eupalinos ou l'architecte qui commande ça, qui est très 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 beau texte. Bon, et avec la finesse et la subtilité de Paul Valéry. Bon, alors, prenons aussi en musique. Bon. Est-ce que bon, vous savez bien que la tradition, c'est que dans les psaumes, on dit psaume de David. Psaume de David, bon, et non seulement l'auteur ne cherche pas à signer son psaume, mais il invoque David. C'est-à-dire que David est directement inspiré par Dieu. Et son psaume n'est qu'une démarque, un décalque d'un psaume qui existe dans le sein de Dieu. Bon, il y aurait d'autres manières. Bon, sous la forme, bon, euh, Bach et Mozart étaient un peu flottants sur ce point-là. Bon, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient parfaitement sincères, mais enfin, bon, il y a des moments où ils disaient que leur musique leur venait du ciel. Et ils ne sont pas les seuls musiciens à dire ça. Bon, alors, sous la forme comique, je dis, voyons, les cantates de Bach au ciel, elles sont prononcées dans quelle langue? Elles ont été écrites en allemand ou en latin? Ben, on m'a répondu, oui, mais c'est Yahvé, donc c'est en yiddish. C'est une plaisanterie de Strasbourg, je précise. Alors, voilà. Donc, si on présente les choses un petit peu sous forme caricaturale, ça paraît tellement surprenant qu'on n'a plus envie d'y croire. Bon. Alors, donc, oui. Donc, l'idée de platonicienne, c'est que ce que nous avons ici n'est qu'une représentation de quelque chose qui existe ailleurs. Bon. Si on l'exprime comme ça a une allure plus philosophique et moins mythologique. Mais bon, on peut le mettre quand même en défaut ou en doute. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que
là, justement, ça nous donne, c'est la question, c'est de savoir est-ce que nous avons un contrôle sur nos propres créations. Si nos créations, bon, si les créations sont un événement historique et lié à une histoire universelle et personnelle, alors on n'a pas, bon, le contrôle est évident, je veux dire, c'est notre création. Si, au contraire, nous ne faisons que réfléchir quelque chose qui est dans le ciel, alors on n'a pas de contrôle sur la création. C'est ça le point crucial, à mon avis. Bon. Donc, ce que je vais dire, c'est que si on se place d'un point de vue historique et qu'on tient compte du fait que la mythologie a régné sur toute une époque, sur tout un ensemble de civilisations, il y a plein de civilisations qui fonctionnent sur la mythologie, et donc, si on admet ça, et si on admet que les mathématiques sont aussi de la même manière le reflet des idées de Platon, donc on est dans la pure fiction mythologique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable? Ça, c'est une autre affaire. Enfin, si c'est acceptable, il faut le dire. Il faut le dire. Et ça ne va pas de soi. C'est ça que je veux dire. Donc, je veux dire que, pour résumer, la position platonicienne sur les mathématiques, ou tout au moins ce que certains appellent la position platonicienne sur les mathématiques, euh, je ne l'accepte pas a priori, mais enfin, il faut affirmer que c'est une affirmation, il faut affirmer que c'est une croyance et que ça a le niveau d'une croyance et que ça demande à être appuyé sur d'autres choses que simple. Enfin, si on voulait le rendre rationnel, il faut l'appuyer sur autre chose qu'une simple vision du ciel avec des anges qui chantent peut-être en yiddish. C'est beau, la musique yiddish est très belle, c'est pas la question. Bon, alors, oui. Alors maintenant, donc c'est une première chose pas très politiquement correcte que je viens de dire. Enfin, en tout cas, ça contredit la conviction d'un certain nombre de collègues éminents et que je ne vais pas les blâmer pour ça, c'est leur. Mais il faut savoir que c'est un système de croyances et de pensée. Et que l'admettre, bon, moi, je vais simplement dire, on ne peut pas l'admettre sans discussion. On peut discuter, ça c'est pas la question, on peut le discuter. Mais l'admettre sans discussion, ça me semble un peu léger. Bon, alors, qu'est-ce que je vais dire dans l'autre sens? Alors, premièrement, maintenant, je vais étudier le rapport des mathématiques à l'histoire. C'est un rapport très compliqué, très long, et je distingue ça de l'histoire des mathématiques. C'est pas l'histoire des mathématiques, c'est le rapport de l'histoire de la mathématique ou des doctrines mathématiques au développement historique général de l'humanité. C'est beaucoup plus général que simplement une histoire bon, l'histoire des mathématiques, ça peut être l'histoire des personnes qui l'ont créé, développé, des concepts, des théories, etc. Ça, c'est plus limité. Je vais voir un peu. Alors là, j'espère que Badiou n'est pas dans la salle parce qu'il va me fusiller immédiatement. Euh, alors, bon, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'histoire? Alors, ma thèse qui essaye de se placer. Oula, plus de monde. Ma thèse essaye de se placer à mi-chemin entre un idéalisme pur et le matérialisme dialectique, comme on disait autrefois. Bon. C'est-à-dire, quelle est la relation, je veux dire, est-ce que le développement des mathématiques est coordonné au développement civilisationnel, à l'histoire, donc autrement dit, est-ce que les mathématiques sont liées à l'histoire générale, au développement général de l'histoire, et oui, bon, c'est ça. Ou est-ce que c'est quelque chose d'indépendant? Alors bon, la thèse dialectique, matérialisme dialectique, ce serait de dire les forces réelles sont des forces économiques, etc. Et les mathématiques ne sont qu'une expression de ça. Ça, c'est le marxisme de bas étage dont on nous a rebattu les oreilles pendant de nombreuses années. Bon, alors, ça, je ne vais pas prendre ce point de vue-là. L'idéalisme, c'est, bon, le développement des mathématiques est totalement indépendant du développement de la société. Et ça, je le rejette aussi. Donc, quel est l'intermédiaire? Comment est-ce qu'on peut répondre à l'intermédiaire? Eh bien, je dirais que si on suit le développement des mathématiques depuis le début, disons
quoi, 7000 ans avant, il y a 7000 ans, 8000 ans à peu près. Enfin, bon, le développement de la civilisation tel que nous le connaissons a à peu près un peu moins de 10 000 ans, sans doute. Bon, 10 000 ans, c'est l'invention de l'agriculture. La fin de l'ère glaciaire sur l'Europe et l'invention de l'agriculture. Donc, la civilisation égyptienne remonte à peu près 8 ou 9 000 ans. Donc, je ne vais pas être très précis, mais simplement, si on regarde dès le début, pourquoi les sociétés ont... Bon, je veux dire, s'il y a évidemment une, une relation entre les divers développements, les diverses traditions mathématiques dans divers pays du monde, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il y a la communication d'une civilisation à une autre. Ça, c'est attesté depuis la plus haute antiquité. Donc, bon, une découverte d'un côté est transmise de l'autre côté. D'accord, ça va. Mais il y a, ça c'est une manière de le voir. Les, mais il y a aussi, bon, je veux dire que là, moi je vois une région plus profonde, c'est que là, si les divers développements mathématiques sont similaires, c'est aussi, avec toutes les différences qu'il faut y mettre, qu'ils répondent à des besoins semblables. Bon, alors prenons tout simplement les choses. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les mathématiques de la partie la plus ancienne? Bon, l'art de compter, la géométrie et l'astronomie. C'est les trois principales branches de toutes les sciences mathématiques, je mets au pluriel les sciences mathématiques depuis la plus haute antiquité. Bon, compter. Il est évident qu'à partir du moment où la civilisation se développe autour de l'agriculture, bon, on a une récolte, il faut commencer à faire attention et ne pas tout manger à l'automne, à en laisser pour l'hiver d'après, pour la saison d'après. Quand on a des bêtes, ben, on a un troupeau, il est bon de savoir compter le nombre de bêtes, etc. Et dès que se développe une civilisation de type urbain, c'est-à-dire les proto-États ne sont indiscernables. Enfin, je veux dire, un proto-État ne peut pas se développer sans un développement parallèle de la monnaie et de la comptabilité. Ça, c'est clair. Dès le début. Et d'ailleurs, les plus anciennes manifestations mathématiques que nous connaissons, babyloniennes en particulier, elles se réfèrent à des problèmes de comptabilité, de monnaie, d'échange, etc. Donc, maintenant, la géométrie, il est évident que la géométrie, bon, sans dire que la géométrie en Égypte a été fondée parce que le Nil effaçait toutes les frontières de propriété à chaque saison. Bon, c'est peut-être une manière un peu simple de dire, mais en tout cas, il est certain que là aussi, le développement de la civilisation, bon, le partage des parcelles, la répartition, bon, on a besoin d'une géométrie. Et en même temps, la construction des villes, c'est-à-dire l'architecture et l'urbanisme, ne peuvent pas se développer sans un certain investissement géométrique. D'ailleurs, il est assez remarquable que dans les mathématiques chinoises traditionnelles, il y a par exemple la géométrie dans l'espace est beaucoup, beaucoup plus développée qu'elle ne l'était de notre côté, mais elle consiste essentiellement à un répertoire de formes géométriques. Bon, c'est un fait de toi, c'est bon, il y a de la terminologie. Bon, nous avons gardé cube, etc., mais enfin, c'est très très primitif par rapport à toutes les nuances que les géomètres chinois pouvaient utiliser pour interpréter diverses formes architecturales. Bon, alors maintenant l'astronomie. Bon, il est évident qu'une société ne peut pas se développer sans un calendrier, pour double raison. Premièrement, il faut prévoir les saisons, les récoltes d'après, le moment où il faut planter, le moment où il faut récolter, etc. Et dans des pays où le climat est assez homogène, c'est pas les tempêtes du mois de septembre qui vont vous dire ce qu'il faut faire, mais il faut avoir un calendrier. Bon, la religion, évidemment, la religion nécessite des fêtes, s'appuie sur des fêtes avec une régularité. Et donc, il est important d'avoir un calendrier. Alors, ce calendrier, le calendrier lunaire est évidemment très facile à établir. Il y a encore des civilisations qui ne connaissent que le calendrier lunaire, malheureusement. Le calendrier solaire, comme vous le savez, est beaucoup plus délicat à décrire. Enfin, quand on sait essentiellement depuis le début de l'ère chrétienne que l'année c'est 365 jours, un quart et même un petit peu plus précis qu'un quart, enfin, en décimale c'est 365,2422, et c'est pour ça qu'il faut faire des ajustements au calendrier à cause de ces décimales supplémentaires.
Bon, mais je veux dire, c'est certain que le calendrier, pour faire un calendrier solaire, il faut des observations très précises. Et la prédiction des éclipses aussi est une nécessité, sinon, sinon historique, sinon sociale, au moins religieuse. Bon. Et la terreur de certaines civilisations devant les éclipses nécessite de pouvoir les prévoir. Bon, donc l'astronomie, l'astronomie, vous savez que c'est une des sciences, dès la plus haute antiquité, une des sciences les plus subtiles, les plus vraiment subtiles, l'astronomie. Bon, euh, établir le mouvement des planètes, par exemple, et on sait qu'on pouvait le faire avec déjà une grande précision à l'époque de Ptolémée, c'est-à-dire il y a un peu moins de 2000 ans. Bon, les éclipses aussi, les éclipses, bon, c'était le cycle, bon, les cycles d'éclipses sont les nouvelles lunes, tout ça. Bon, tout ça, ce sont des nécessités de calendrier qui répondent à des besoins sociaux évidents. Donc, le développement, ce n'est pas par hasard que ces sciences-là ont été développées essentiellement dans les systèmes religieux. Euh, L'arithmétique et la géométrie pouvaient être développées dans le monde laïque, mais le calendrier, évidemment, appartenait essentiellement aux autorités religieuses. Donc, je disais que là, on voit les mathématiques se développer. Alors, attention, je ne dis pas, je ne vais pas dire que les mathématiques se sont développées uniquement, je ne vais pas tomber dans le paramarxisme ou le pseudo-marxisme en disant les forces sociales de production, etc., ont engendré le développement des mathématiques. Je dirais, ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Et en fait, chaque progrès des sciences mathématiques dans ce niveau-là engendre un progrès social et inversement, un besoin social engendre un progrès. Alors, bon, comme toujours, euh, on veut faire, souvent en histoire, on veut faire des parallèles exacts. Alors, mais les parallèles, moi, je les vois sous la forme de deux figures. Il y a une figure qui dit ça. C'est-à-dire bon, que chaque fois que c'est une interaction directe de ce secteur-là sur ce secteur-là, disons le secteur social sur le secteur scientifique. En fait, la réalité est plus complexe. La réalité serait mieux représentée par un schéma de ce genre. C'est-à-dire que à un moment donné, l'un des côtés engendre un progrès de l'autre côté, mais que ça ne se rejoigne jamais. Je veux dire, ça ne se rejoint jamais. Bon, il y a une alternance. On a fait un progrès, bon, ça représente 50 ans de progrès de ce côté-là, puis on arrive là, et là, ça engendre de manière analogue 50 ans de progrès de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait interaction directe, mais il y a deux développements parallèles, et d'ailleurs, si on étudie le parallélisme entre le développement de la physique et des mathématiques, c'est un autre sujet, comme ça, eh bien, ce schéma-là est plus fidèle au développement historique que celui-là. Ça n'est pas bon. C'est rare qu'un progrès, par exemple, en physique, coïncide exactement avec le progrès mathématique correspondant, mais on voit souvent des décalages. Bon, quand Einstein crée la théorie de la relativité générale, ou autrement dit la gravitation einsteinienne, vers entre 1909 et 1915, avec son ami Grossman, il s'appuie sur une géométrie qui a déjà 30 ans ou 40 ans d'existence. La géométrie de Ricci, de Berthe, enfin, la géométrie tensorielle, la géométrie différentielle tensorielle qui avait été créée plutôt 20 ou 30 ans avant, avec un besoin qui n'était pas directement celui de la physique. Mais là, l'outil se trouve déjà existant et on s'en sert. Bon, mais ce n'est pas. Ça, il y a de nombreux exemples. Bon, dans l'époque moderne, le développement de la mécanique quantique et de l'analyse fonctionnelle se sont développés avec des interactions mutuelles, mais pas simultané. Ça n'a jamais été simultané. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la physique a avancé suffisamment pour qu'on éprouve le besoin d'améliorer les techniques mathématiques. Bon, les techniques mathématiques s'améliorent, mais ensuite elles ne reviendront, elles ne redonneront leur plein effet sur la physique que plus tard, avec des décalages de, bon, ça représente en gros 20 ou 30 ans à l'époque moderne. Peut-être plus longtemps dans les époques anciennes. L'histoire, disons, se développait un peu plus lentement dans les périodes anciennes qu'aujourd'hui. Bon, donc,
Donc voilà sur le développement, non pas simultané, mais concomitant, je dirais, des théories scientifiques et des besoins sociaux, et aussi un schéma analogue s'applique à l'interaction entre deux sciences voisines, comme mathématiques et physique. Bon. Alors maintenant, bon, ah oui, je disais à propos, oui, pourquoi Euler? J'ai noté Euler dans mes notes. Pourquoi Euler? C'est parce que le développement, oui, c'est ça, le développement de l'arithmétique, par exemple, s'accompagne, est un parallèle entre un développement d'allure théorique et une conquête pratique. Et les deux sont en parallèle. C'est-à-dire que, bon, l'arithmétique, il y a plusieurs niveaux d'arithmétique. Bon, il y a l'arithmétique telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire basée essentiellement sur l'algèbre où on utilise des formules algébriques, quitte à spécialiser ensuite. Mais ça n'est pas comme ça que ça a été conçu. Et là on sait bien que la recherche d'un mode de représentation des nombres a été une recherche longue, difficile, et qui a abouti très lentement. Par exemple, bon, la, la civilisation romaine utilisait le système, le système de numération romaine. Et je vous demande, qui est-ce qui est capable d'écrire 1989 au tableau comme ça sans réfléchir? Pas grand monde. Et en plus, bon, 1989, mais comment on passe au suivant, etc. C'est donc, les Romains avaient une numération qui était. Alors, les Romains, c'est assez surprenant. Les Romains n'ont visiblement pas créé de science, à proprement parler. Ils ont développé une ingénierie qui était extraordinaire, surtout dans la construction, dans l'utilisation des armes militaires, etc., des stratégies militaires. Mais pour ce qui est de la partie théorique, ils l'ont emprunté au grec. C'est clair qu'ils l'ont emprunté au grec. Or, pourquoi est-ce que la numération romaine a subsisté? Simplement avec des questions d'ordre de grandeur. À l'époque de César, un budget de 1000 sesterces, c'était un budget d'État. Une armée de 1000 hommes, c'était une grosse armée. Bon. Euh, bon. Donc, un impôt bon, je veux dire que pour les besoins, même élaborés de la société, on n'avait pas besoin de manipuler des nombres extrêmement grands. D'autre part, l'histoire n'avait que, bon, Rome n'avait que 700 ans, donc on n'était pas encore à 1989. Bon, donc, les besoins, je dirais, j'insiste là-dessus, que si les Romains n'ont pas développé, alors qu'ils ont développé beaucoup de techniques et de technologies, s'ils n'ont pas développé le système numérique, alors qu'il y avait chez les Grecs tous les éléments pour le faire, c'est parce que les besoins, je veux dire, leur société pouvait fonctionner avec de petites quantités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bon, on peut suivre le développement de la civilisation avec les progrès de la numération. Bon, alors la numération, bon, ensuite on a eu la numération, bon, la numération arabe, enfin dite arabe, c'est-à-dire la numération de position, qui ne s'est développée vraiment que bon, au XVIe siècle, et en fait encore au XVIIIe siècle, un livre important d'Euler, son algèbre, l'algèbre important d'Euler, et a une partie importante consacrée au système de numération et à expliquer pourquoi la numération décimale marche. Bon. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, ça n'était pas encore. Bon, Stévin qui a développé la numération décimale qu'il avait empruntée aux Arabes, enfin qu'il avait hérité de traditions venant des Arabes. Stévin, c'était quoi? C'était le conseiller financier des banquiers hollandais. Je veux dire, c'était ça. Lui, ça. Ce qu'il voulait, c'était donner aux banquiers hollandais le moyen de faire une comptabilité avec des moyens fiables et rapides. Bon. Donc, je vous dis, Euler, dans son livre qui s'appelle L'Algèbre, qui existe, enfin, qu'on peut se procurer aujourd'hui, a plusieurs chapitres justement sur l'importance de la numération. Donc, je veux dire que là, on n'est pas. On peut suivre le développement de la civilisation de manière parallèle, je dirais, c'est une thèse, par l'utilisation et la création des outils.
C'est une manière de voir les choses, c'est pas la seule, mais enfin une manière de voir, de faire l'histoire des sciences, c'est aussi de voir la création des outils parallèles. Alors bon, par exemple pour la numération, eh bien la numération décimale s'est développée, disons, en pratique au XVIIIe siècle, alors qu'elle existait avant, mais elle s'est développée au XVIIIe siècle. Les nombres négatifs n'allaient pas de soi, loin de là. Et il est frappant de voir que, comment il s'appelle donc, Carnot, le premier Carnot, puisqu'il y a 3 Carnot dans l'histoire de France, le premier Carnot, le mathématicien qui a joué un rôle politique aussi pendant la première révolution, la grande révolution, puisqu'il a été un des 5 directeurs à une époque donnée. Carnot écrit un livre sur le calcul infinitésimal, qui est très profond et très intéressant. Et il y a un dernier chapitre où il dit « On ne peut pas utiliser les nombres négatifs, c'est une absurdité ». C'est assez frappant à la fin du XVIIIe siècle. On ne peut pas utiliser les nombres négatifs. Et simplement pour un titre purement anecdotique, je me souviens que bon, dans ma jeunesse, j'ai participé à un projet qu'on peut appeler une école libertaire du genre, comment ça s'appelait donc, euh, euh, le, le philosophe Russell. Bon, je participais à un projet dans l'esprit de la libération, un projet d'école libertaire dans l'esprit de Russell. Eh bien, je me souviens que bon, j'avais à 14 ans enseigné des jeunes apprentis de 18 ans, à leur faire le cours de maths. Et le plus difficile, c'était la leçon sur les nombres négatifs. Pourquoi moins par moins donne plus? Ça, c'était le cauchemar. Or, aujourd'hui, les choses ont tellement avancé que les nombres négatifs sont partout présents dans la représentation courante, que quand je mets ma voiture tout à l'heure là au parking de la rue Soufflot, je suis descendu au moins 5. et, bon, et que bon, si dans un grand, si je mets ça à Orly, ben je vais du moins 3 au plus 5, etc. Bon, donc l'utilisation, les nombres négatifs sont sous nos yeux maintenant. Alors qu'il y a encore, je dirais, 40 ou 50 ans, ils n'appartenaient pas, ils n'avaient pas été appropriés par par les gens ordinaires, je veux dire. Les socialistes, bien entendu, mais pas, je veux dire, c'était pas passé dans la perception commune. Et c'est ça, je veux dire, pour moi, ça illustre ce débat que j'essaye d'expliquer entre l'histoire, les besoins sociétals et le développement des mathématiques et l'utilisation des nombres négatifs. Aujourd'hui, bon, les températures sont négatives. Quand on regarde son compte chèque, on sait bien qu'on est à moins 3. C'est dommage. Quand on a plus 500 000, c'est mieux. Bon, mais aujourd'hui, tout est, je veux dire, c'est parti, ça fait partie de l'acquis. Or, c'est un acquis très, très récent. Très récent. Je le situe à quelques dizaines d'années. On ne se rend pas compte de ça. Bon, les nombres de très grande taille aussi. Bon, nous sommes tous habitués à cette terminologie kilo, méga, etc. maintenant, mais il y a simplement 50 ans, les nombres, enfin, passés à, dans les cours de physique, quand on parlait du nombre d'Avogadro qui était 10 puissance 23 ou 10 puissance 26 suivant les conventions, ça paraissait monstrueux. Bon, aujourd'hui, on sait bien que les nombres astronomiques, comme on disait, bon, on sait bien que les estimations actuelles, c'est que quoi? Il y a 10 puissance 12 galaxies approximativement, donc 10 puissance, oui, enfin, moi, je vais peut-être me tromper d'un ordre de grandeur, 10 puissance 11 ou 10 puissance 12 galaxies, dont chacune a 10 puissance 10 ou 10 puissance 11 étoiles, et que, d'après les derniers développements, il y a à peu près chaque étoile a des planètes. Non pas, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les tout derniers développements, les dernières observations montrent que le fait pour une étoile d'avoir des planètes est une banalité. C'est même de ne pas en avoir qui serait rare. Donc, bon, donc aujourd'hui, on est devant, aux pauvres philosophes d'autrefois, pauvres philosophes d'autrefois qu'on a brûlés pour ça. Aujourd'hui, il risque d'y avoir 10 puissance 23 mondes parallèles. Bon. Mais je veux dire que là, bon, l'utilisation de l'informatique avec les kilos, les mégas et tout ça, c'est bon. Et même, je veux dire, en pratique, on parle d'un budget en méga francs ou en méga euros, un kilo euro, etc. Bon. Donc, la maîtrise des nombres de plus en plus précis ou de plus en plus grands, c'est une recherche qui se poursuit avec le développement de la civilisation, qui se poursuit sous nos yeux à grande vitesse. Donc, voilà.
Donc c'est pour illustrer ma thèse générale que le développement de civilisationnel et numérique ou mathématique sont des développements parallèles qui influent mutuellement. Mais bon, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui domine l'autre, ça n'a pas de sens. Bon. Voilà, j'ai bon, j'ai essayé d'être à mi-chemin dans ma description générale entre la thèse idéaliste, qui serait celle de Badiou d'ailleurs, si vous pourriez ces derniers livres, celle de Badiou. Je suis toujours étonné qu'un ultramarxiste comme lui défende des thèses idéalistes. Enfin bon, ça c'est une de ces nombreuses contradictions. Bon, alors voilà, et je vais essayer de me maintenir entre les deux. Et d'autre part, comme je l'ai dit dans un premier temps, voilà pourquoi je ne crois pas au platonisme, parce que si on croit au platonisme, on peut en faire des caricatures. Je veux dire, bon, ça peut être très respectable dans les mathématiques, mais si on le transpose à peine dans d'autres situations, ça devient totalement incroyable ou totalement ridicule. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Bon, voilà deux manières de dire qui ne sont pas tout à fait politiquement correctes, mais enfin, vous m'excuserez pour ça. Alors, quelque chose qui vient avec ça, c'est qu'est-ce que c'est que l'ontologie mathématique? Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme mathématique? L'ontologie. Bon, alors, je prendrai des exemples, disons, linguistiques. Pendant longtemps, raisonner rigoureusement, c'était raisonner à la manière des géomètres, Moré, Geometrico. Bon, ça veut dire que si on veut raisonner, s'il y a une évidence sur laquelle le raisonnement peut s'appuyer, c'est l'évidence géométrique. Et tout était, bon, je veux dire, c'était un modèle jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle, de tout ramener à des explorations géométriques. Pour la physique, ça a été essentiel, je veux dire, bon, que la numérisation, je veux dire, la transformation en calcul numérique de la physique ne s'est fait qu'à la fin du 19e siècle, ou à la deuxième moitié du 19e siècle. En chimie, bon, la chimie a joué un rôle là-dedans parce que, bon, la chimie a été d'abord purement qualitative, et puis avec les principes atomiques qui cachaient les atomes, enfin, on disait l'hypothèse atomique, mais en fait, les atomes, c'était qu'une manière de compter, de parler. C'était les équivalents de Dalton, des équivalents chimiques de Dalton. Bon, donc, puisque la chimie au XIXe siècle ne fait pas usage du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire combien y a-t-il d'atomes dans un gramme d'hydrogène, ça n'a pas d'importance. C'est très grand, mais la valeur exacte ne compte pas. Et il a fallu toute l'astuce de Planck et d'Einstein, surtout Einstein, enfin Planck et Einstein, et puis ensuite les expériences de Perrin, au début du XXe siècle, pour dire, oui, comment est-ce qu'on peut calculer ce nombre d'Avogadro? Bon, alors il y a eu tout un développement important à la fin du XIXe siècle, c'était la chasse à ça. Et Perrin a eu le prix Nobel pour ça, bien sûr, Jean Perrin, le père. Donc, quand on disait les atomes, je veux dire, bon, c'était un peu bon, qu'est-ce que ça voulait dire pour les chimistes? Je prends 2 grammes d'hydrogène et 16 grammes d'oxygène, je les mélange, ça me fait 18 grammes d'eau, etc. Et ça, c'est proportionnel. Je veux dire, si je multiplie les 2 grammes par un facteur, l'oxygène par les 18 par un facteur, les 16 par un facteur, tout se multiplie. C'est donc des quantités proportionnelles. Pour faire une quantité d'eau, il faut 2 sur 18e d'hydrogène et 16 sur 18e d'oxygène. Mais le nombre d'atomes n'intervient pas. Donc, je veux dire que la manière numérique de prendre la physique, bon, c'est sans doute Galilée qui est le premier à manipuler ça en développant les bases de la mécanique de la science expérimentale. Bon, je mets l'astronomie, parce que l'astronomie, évidemment, se basait sur des nombres. L'astronomie. Bon, on mesure des durées, on mesure des angles. Bon, ça, les distances, c'était plus difficile, c'était plus indirect, évidemment. La distance de la Terre au Soleil ou de la Terre à la Lune, ça n'a été accessible qu'assez tardivement. Tandis que, bon,
que le Soleil se déplace de tant de degrés dans le mois dans tel mois. Bon, sur la voûte céleste, ça c'est quelque chose comme ça. Donc là, je dirais que la géométrie n'était pas numérique jusqu'à Descartes, mais la trigonométrie l'était, c'est-à-dire l'étude des angles. Et c'est sans doute le premier impact de la numérisation dans la géométrie que la trigonométrie. Ce qui fait qu'en fait, la trigonométrie telle que nous la connaissons, cosinus, etc., n'est pas facilement réconciliable avec la géométrie vue de manière synthétique. Et d'ailleurs, encore dans ma jeunesse, je veux dire, bon, les manuels, bon, le meilleur manuel, c'était peut-être en géométrie celui de Hadamard, mais les manuels sur ce point-là hésitaient, je veux dire. Faire le pont entre les mesures d'angle, de volume, surtout d'angle, de volume et la géométrie telle qu'elle, c'était laborieux. Et il n'y avait pas vraiment de bonne réponse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la géométrie a été pendant longtemps le paradigme unique. Tout doit être, pour être rigoureux scientifique, doit être ramené à une forme géométrique, mori geometrico. Bon, alors ça a changé. Et ça n'est pas éternel. Ça a changé, ça n'est pas éternel. Mais ça veut dire que là, ça veut dire que les paradigmes changent. Et l'ontologie change. Je veux dire, jusqu'à il y a pas peu de temps, quelque chose n'avait d'existence scientifique que si on pouvait en donner un modèle géométrique. Et géométrique n'était pas forcément équivalent à numérique, bien sûr. Numérique était un aspect. Certains faits géométriques peuvent être traduits en faits numériques, mais ce n'était pas leur essence. Bon, alors voilà l'ontologie. Bon, aujourd'hui, les choses ont bien changé. Elles ont bien changé, elles se sont diversifiées. Mais il reste quand même que, bon, c'est diversifié, mais le nouveau paradigme ou la nouvelle ontologie, c'est les ensembles. Depuis qu'on a Cantor et la théorie des ensembles, et Hilbert qui voulait que nous ne nous chasse pas du paradis des ensembles, je veux dire, avec les ensembles, maintenant, la nouveauté qui date du début du XXe siècle et qui a mis un certain temps à se populariser, c'est que pour qu'un objet mathématique ait une existence légitime, il faut être capable d'en donner une description à l'intérieur de la théorie des ensembles. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur la théorie des ensembles et les limites de la théorie des ensembles. Mais donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement de paradigme, et paradigme et ontologie, bon, je les prends pour presque synonymes. Je veux dire, un paradigme, ça se fonctionne dans une ontologie donnée. C'est le moyen de fonctionnement. Le paradigme, c'est le moyen de fonctionnement dans une ontologie ou qui implique une ontologie déterminée. Bon, voilà. Et donc, au cours de l'histoire, ça a changé, mais je veux dire, l'intrusion du numérique s'est faite lentement, en géométrie, en physique, en chimie, elle s'est faite lentement. Et aujourd'hui, bon, la nouveauté du XXe siècle, c'est l'intrusion dans les sciences sociales, la numérisation des sciences sociales. Bon, ça, c'est un pas de plus, mais c'est peut-être pas le lieu d'en parler ici. Bon, alors voilà, donc, à chaque étape, il a fallu un modèle, donc un modèle, une ontologie. À quoi je me réfère? Si je parle des mathématiques, quel est l'étang sous-jacent à ça? C'est ça l'ontologie, l'étang sous-jacent à ça. Bon. Alors j'ai dit, pour longtemps, c'était le mori geometrico, sans être tout à fait explicite. Qu'est-ce qu'on entend par là, d'ailleurs? Parce que mori geometrico, ça recouvre un champ énorme. Hein. La géométrie, c'est vaste. Il y a des quantités de chapitres de géométrie. Et lequel? Bon, est-ce que c'est le point? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est bon? Et alors, justement, en géométrie même, bon, depuis le début du XXe siècle, et la théorie des ensembles, on a complètement changé de paradigme et d'ontologie. Parce que quand Euclide définit, bon, Euclide met les bases de la géométrie, il y a quoi? Il y a des figures, c'est-à-dire des choses qu'on peut dessiner, qu'on peut tracer, dont on étudie les propriétés. Mais ces figures, les figures, il y a des points qui sont un cas extrême de figure. Quand j'ai deux courbes ou deux droites qui se coupent, bon, ce qui est commun est si petit que je ne peux plus trouver ces dimensions, et je l'appelle un point. Mais pour longtemps, le point est une figure particulière, ce qui est à l'intersection de deux cercles ou deux droites. Mais ce n'est pas la base. Alors que dans la manière moderne d'envisager les choses, comment est-ce qu'un exposé moderne de la géométrie commence? Soit R, avec un indice éventuellement, un ensemble de points, les points géométriques. Là-dedans,
blablabla. Je veux dire, là-dedans, il y a des sous-ensembles que j'appelle droit, des sous-ensembles que j'appelle cercle, mais il y a, je veux dire, aujourd'hui, tout est un ensemble de points, ce qui n'est pas du tout le point de vue le point de vue classique d'Euclide et de ses successeurs. Le point n'existe que marginalement, bon, parce que c'est ce qui est sans dimension, sans épaisseur, etc. Bon, et même la ligne est définie de manière négative, ce qui n'a une longueur mais pas d'épaisseur, bon, etc. Et le point est défini de manière négative par ce qui n'a aucune dimension. Bon. Donc, ça veut dire que le paradigme, là aussi, change et que l'ontologie change. Donc, qu'est-ce qui donne son existence à un objet géométrique? Pour nous, c'est qu'on le représente comme un ensemble de points qui a telle et telle propriété, qui est définie à partir de telles autres par telle ou telle opération. Mais ce n'est pas du tout le point de vue classique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque moment de l'histoire des mathématiques, on a besoin d'une ontologie, on a besoin d'un paradigme, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une référence. Qu'est-ce qui nous garantit que, quand on parle de ça, quelle est la notion primitive? Bon. Comme je disais, ça varie au cours de l'histoire. Il n'y a pas du tout, il ne faut pas croire qu'il y a une réponse universelle et que ça n'évoluera plus. Bon, alors maintenant, j'ai passé, bon, alors, ce que je vais vous dire est un peu le résultat d'une discussion que j'ai eue avec François Nicolas il y a 2 jours sur les périodes romantiques. C'était le débat qu'on a eu à l'IRCAM avec François Nicolas sur les périodes romantiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une période romantique? C'est, bon, souvent, aujourd'hui, on s'appuie sur la manière de voir de l'histoire de la science avec la science normale et les périodes révolutionnaires. Période romantique, c'est quelque chose d'autre. Il faut bien savoir ce que c'est que c'est que la période romantique. Bon, pour prendre un exemple, bon, c'était c'était l'objet du débat l'autre jour, on parlait de Gallois. Mais Gallois est visiblement dans une époque romantique. Bon, d'abord par son histoire personnelle, par l'histoire de France contemporaine. On est en plein romantisme, évidemment, en 1830, on est en plein romantisme. Et sa manière de voir les choses et sa vie est une vie romantique. Encore faut-il savoir ce que ça signifie, une vie romantique. Qu'est-ce que ça veut dire, romantisme? Bon. Alors bon, il y a des connotations historiques. Bon, il y a Hugo, bon, dans l'histoire littéraire, c'est une époque bien déterminée. Mais justement, si on essaie de cerner un petit peu mieux ce que ça pourrait être qu'une période romantique pour l'histoire des mathématiques ou l'histoire des sciences, bon, on ne peut naturellement que se baser sur un certain nombre d'exemples. Pour définir une période romantique, je vais vous donner des exemples de situations qui sont vraiment des périodes romantiques. Alors, une définition un peu générale, c'est ce qui est à mi-chemin entre le classique et le moderne. Alors, moi, ma définition, c'est que une époque romantique, c'est une époque où la sensibilité change. C'est pas la révolution. Mais pour une révolution, bon, l'histoire montre que pour une révolution, il faut d'abord un changement de perception, un changement de sensibilité. Je me souviens en 68, bon, c'est plus bien vu de parler de 68, mais enfin, j'ai senti monter les choses parce qu'il y avait les 2 facteurs qui permettent une révolution, des décisions structurelles maladroites et une frustration profonde. C'est-à-dire, et plus, en plus, des organisations révolutionnaires. Il faut les 3. Il faut la maladresse du pouvoir qui fait des réformes structurelles maladroites et qui met tout le monde de côté de travail. Il faut que ces réformes maladroites engendrent une frustration sur les gens tranquilles. Les gens tranquilles, ce n'est pas les gens tranquilles qui font la révolution. Et ensuite, il faut récupérer par des mouvements révolutionnaires. Bon, alors, oui, les périodes romantiques, donc je les vois comme, c'est la phase préliminaire. Je veux dire, bon, pour moi, si on considère que 68 est une révolution, c'est 66, 67, c'est ça. Bon, alors, les sensibilités changent. Alors, dans l'histoire de France, quelles sont les époques que j'appelle romantiques? Bon, c'est un peu artificiel. Je dirais que dans l'histoire de France, bon, il y a l'histoire romantique proprement, de la période romantique proprement dite, c'est-à-dire 1800-1830. La deuxième période que je mettrais, c'est 1920, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les années folles, après la guerre de 14, la fin de la guerre de 14, avec des mouvements qui s'appellent Dada, qui s'appellent surréalisme, etc., dans l'art aussi. Bon. C'est-à-dire
là, si on regarde de près ces mouvements, ils expriment un changement de sensibilité. Dada ou le surréaliste ne voit plus, ou Picasso, enfin bon, je veux dire, tout ce mouvement artistique des années 20, qui est un peu fou, représente quand même un changement de perception. Et les meilleures analyses, à mon avis, sont celles qu'Aragon fait de cette situation-là. Le paysan de Paris, etc. Bon, et alors, je ne sais pas que j'ai une sympathie illimitée pour Aragon, mais enfin, c'est quand même un grand acteur, un grand poète, un grand romancier. Bon, alors, bon, c'est ça. Alors maintenant, est-ce qu'on en voit, bon, alors, ça, c'est pour la société, pour les mathématiques, ça changerait un peu. Bon, est-ce qu'on est maintenant de nouveau dans une période romantique? Peut-être, peut-être. Ça n'est qu'après coup qu'on voit que on est dans une période romantique. Mais est-ce qu'il y a un changement de perception, un changement d'identité, un changement de sensibilité aujourd'hui? Bon, on est dans une évolution tellement rapide qu'on ne la contrôle pas encore, on ne l'analyse pas encore. Enfin bon, si je prends 1830 d'une part, 1920 de l'autre, ça tout le monde m'accordera que ce sont des périodes romantiques et qui précèdent ou suivent des révolutions. Enfin, en général, la période romantique précède la révolution. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de France, 1830, les Trois Glorieuses, etc. Bon. Mais, je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire du 19e siècle. Mais en science, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Eh bien, il y a certainement la période qui va de 1800 à 1850 en mathématiques est une période romantique. Pourquoi est-ce que c'est une période romantique? C'est parce que brusquement, on ne fait pas des progrès sensationnels à cette époque-là, mais on pose des problèmes, et des problèmes qui n'avaient pas de sens avant. Bon, la géométrie non euclidienne, ça c'est un exemple typique. La géométrie non euclidienne, c'est un changement de perception. Il n'y a pas, je veux dire, bon, ensuite, après, il a fallu maîtriser ça, expliquer, donner des modèles de la géométrie non euclidienne. Il y en a eu plusieurs, classiquement, bon, on les connaît. Mais au départ, c'est un changement de perception. Et Gauss, qui était un homme prudent, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a dit que les Béotiens, s'il avait dit ce qu'il pensait là-dessus, les Béotiens l'auraient immédiatement massacré. Donc, je pense que là, il y a un changement. Bon, alors, évidemment, Galois est le prototype de cette évolution. Galois est le prototype parce qu'il a fait changer complètement le point de vue sur les équations. C'est assez extraordinaire, je veux dire. Jusque-là, bon, d'ailleurs, jusque-là, lui, il se bat, il montre que l'équation du cinquième degré, ou après Abel, l'équation du cinquième degré, en général, n'a pas de solution, je veux dire, exprimable par un certain formalisme. Bon, donc, mais jusque-là, on cherchait des solutions. Et le retournement de Galois, c'est dire non, il n'y a pas de solution et je vais vous prouver scientifiquement qu'il n'y a pas de solution. Donc on prouve scientifiquement l'impossibilité d'un problème. Ça, c'est un changement de perception énorme, 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 énorme. Bon, alors il y a une quantité d'exemples. Bon, il y a la théorie des équations de Galois, il y a bon, ce que je disais à l'instant, donc bon, la, pardon, les irrationnels. Puis alors, les irrationnels, je veux dire, bon, c'est la première fois qu'on se pose vraiment la question de savoir ce que sont les irrationnels, Bolzano et autres. Bon. Donc là, il y a un changement de perception. Et à partir de là, les nombres sont plus considérés de la même manière. Bon, un nombre, ou bien on ne cherchait pas trop, un nombre pour beaucoup, encore vers 1830-1840, un nombre, c'est quelque chose, c'est un point sur la droite. C'est un point sur la droite, avec bon, quelques conventions. Mais un nombre, c'est un point. Et on ne se pose pas la question de savoir ce que c'est qu'un point. Nous avons complètement renversé ça, puisque nous disons, nous construisons d'une manière ou d'une autre les nombres rationnels, et ensuite, par la méthode de Descartes, nous introduisons des coordonnées. Un point de la droite, c'est simplement un nombre réel. Un point du plan, c'est deux nombres réels. Un point de l'espace, c'est trois nombres réels. Mais c'est complètement retourner ce qui était admis avant. Donc, là, c'est ce que je disais, en ce sens, c'est une période, bon, alors il y a les trois, bon, parlons pas de Riemann aussi, qui contribue à ce changement de perception. L'espace vu par Riemann n'est pas celui d'avant. Donc là, la période de, disons, 1800-1850, pour être pas trop précis parce que ça n'a pas de sens, c'est pour les mathématiques une période romantique,
c'est-à-dire où les sensibilités changent, c'est-à-dire où ce qui est le référent pour un objet mathématique change. Je disais par exemple passage du point au nombre et inversement. Donc le référent, donc on est de nouveau dans l'ontologie, c'est l'ontologie qui change. Alors la révolution ne viendra qu'après. La révolution, elle viendra à la fin du 19e siècle par la reconstruction. C'est pas une révolution, c'est une reconstruction. Bon, effectivement, une bonne révolution qui a réussi entraîne une reconstruction. Bon, mais il ne faut pas confondre la période. On dit la période révolutionnaire de Galois. Non, la période romantique de Galois, celle qui a permis, par le changement de paradigme, par le changement de perception, la reconstruction ultérieure. Bon. Et puis après, il y a eu la théorie des ensembles qui a permis ce qui a permis cette reconstruction, qui était nécessaire, qu'on percevait, dont on sentait la nécessité, ce qui a permis cette reconstruction, c'est l'invention absolument prodigieuse de la théorie des ensembles. D'où, alors là, au point de vue de l'ontologie, comme je l'ai dit, à partir du début du XXe siècle, et ça, ce mouvement va durer au moins jusqu'à 1960, c'est la reconstruction de toutes les mathématiques autour de la notion d'ensemble. Ça a été fait progressivement et c'était le grand slogan de Bourbaki à son époque glorieuse. Bon, alors, maintenant, donc, je disais, les périodes romantiques. Alors, oui, donc je disais 1800-1950, etc. Bon, alors maintenant, regardons à dans ce point de vue l'évolution de la géométrie. Et l'évolution de la géométrie qui se termine, la phase finale, c'est le livre de Hilbert de 1899, Fondement de la géométrie Grundlagen der Geometrie, que j'ai lu ici une fois. J'ai eu une grippe quand j'étais élève ici, j'ai eu une grippe et on m'a envoyé à l'infirmerie et j'ai eu 3 jours où je n'ai eu que ça sous la main. Bien bénéfique d'ailleurs. Bon, alors, ma turne était voisine de celle de Althusser. Je pouvais voir, quand je pouvais voir passer tous les matins Althusser devant ma porte. Bon, alors, donc, l'évolution de la géométrie. Alors, il y a eu bien des présentations de la géométrie au XIXe siècle. Bon, d'abord, je ne remonte pas à Descartes, qui lui aussi est bon, là aussi, c'est plus qu'une époque romantique. On ne peut pas dire que Descartes soit un romantique, mais quand même, non, il a apporté un point de vue nouveau, un paradigme nouveau, qui est de représenter les points du plan, introduire les coordonnées dans le plan, et réduire les problèmes géométriques à des problèmes algébriques, bon, qu'il n'était pas toujours capable de résoudre, mais en tout cas, il a posé ça. Et ça a été un changement énorme. Alors, je dois vous avouer un larcin que je n'ai pas commis, justement. Quand j'étais au lycée, je fouillais un jour au grenier, je suis bon, je fichais au grenier, et dans ma ville natale de Sedan, il y avait un grand imprimeur au XVIIe siècle qui s'appelait Janin, un très grand imprimeur, qui jouait du fait que c'était une ville frontière entre les Pays-Bas et la France, et il imprimait ses livres et mettait imprimés aux Pays-Bas. Et ensuite, il les envoyait en France, sans passer par la censure française. Alors bon, j'ai découvert, bon, il y avait encore quelque chose, et j'ai découvert une édition de la géométrie de Descartes, la première en latin, qui a été faite par je ne sais plus quel disciple de Descartes aux Pays-Bas, et imprimée aux Pays-Bas, puisque c'était ça. Et ça traînait dans le grenier du lycée. J'ai été trop honnête, je l'ai laissé. J'aurais dû le voler, c'est évident que j'aurais dû le voler. Parce que, bon, c'est la première édition latine de la géométrie de Descartes, quand même, c'est pas rien. Et bon, je pense qu'un jour, le proviseur ou le censeur a dit « Bon, allez, vous me brûlez tout ce qui traîne au grenier, on n'en parle plus. » Je peux imaginer ça. J'étais déjà plus élève à ce moment-là. Il ne faut pas toujours être trop honnête. Imaginons que une situation analogue se soit produite avec la géométrie de Pascal, la théorie des coniques,
traité des coniques. Bon, il y a quelque part dans un grenier, il y avait quelque part dans un grenier le traité des coniques de Pascal, passe quelqu'un qui n'a pas le courage de le voler, parce qu'elle le sauve, et donc, bon, enfin bon, vous pouvez raconter l'histoire de toutes les manières que vous voulez. Bon, alors, l'évolution de la géométrie. Donc, je pars avec Descartes, bien entendu, mais tout au long du 19e siècle, hein, tout au long du 19e siècle, il y a une grande querelle entre les synthétiques et les analytiques. Bon, c'est-à-dire, et puis vous verrez comment se fait la synthèse entre les synthétiques et les analytiques, j'en parlerai aussi. Bon, alors, les synthétiques et les analytiques. Les analytiques, bon, on a des coordonnées, bon, donc on n'est pas gêné d'introduire un objet qui n'est pas intrinsèque à la situation, un système de coordonnées, ou l'équivalent. Bon, ensuite on fait des calculs, bon, etc. Mais les puristes sont fâchés parce qu'on a introduit un système de coordonnées qui n'appartient pas au problème. Bon, alors dans certains cas, il y a un système de coordonnées qui s'impose. L'astuce d'ailleurs, bon, quand on était un bon géomètre, c'est de comprendre qu'il y a dans telle situation donnée, tel système de coordonnées qui est meilleur que les autres et qui simplifie beaucoup les choses. Bon, mais donc oui, alors les puristes disent non, mais il faut parler de droite, et on a le droit de parler de droite, de cercle, mais pas de coordonnées. Et il faut faire les raisonnements par des moyens purement géométriques. Ça influençait encore l'enseignement secondaire il n'y a pas très longtemps. Dans ma jeunesse, on était encore dans ce système-là. La géométrie du triangle, la géométrie du triangle. Bon, les coniques. Si, aujourd'hui, si on dit une conique dans le plan, c'est une courbe dont l'équation est du second degré, bon, après, on cherche les diverses formes, paraboles, etc. Bon, mais c'était pas ça. Le manuel se cassait la tête pour trouver une définition unifiée des ellipses, des hyperboles et des paraboles. Oh, il y avait un délire d'astuces, bon, etc. Et ça paraissait extrêmement compliqué. Alors que si on dit, bon, c'est une équation du second degré, on la cherche à les mettre sous une forme normale, accessible, bon, voilà. Mais on ne faisait pas ça. Donc, Mais quand même, les coniques, c'est des sections du cône, oui, et ça, c'était déjà connu des Grecs. bien sûr, oui, Apollonius, oui, etc. oui. Non, mais attention, Donc l'unification des coniques était déjà attention, connue. c'est une unification via la géométrie à trois dimensions. Absolument. Oui, mais tu ne te souviens pas que dans l'enseignement, on distinguait très soigneusement la géométrie à deux dimensions, puis il y avait la géométrie dans l'espace, d'ailleurs, c'était considéré Ça, comme... c'est l'école C'était... pas capable de Non, non, faire non, ce non, que non, faisaient non, les non, Grecs. non, 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 je sais bien que la section conique, c'est ça. Mais à l'époque, la géométrie plane doit être faite dans le plan. Il ne faut pas construire un espace à trois dimensions auxiliaires qui n'est pas dans la... Qui n'est pas dans... C'est ça, bon. Je veux dire, c'était le point de vue puriste et le point de vue puriste. Alors, qu'est-ce que je disais ça? Oui, alors là, cette, euh, cette géométrie, oui, bien sûr. Oui, ben, c'est ça, bon, bon. Alors, en fait, la synthèse est venue par toute une série de gens, Grassmann, Möbius, bon, je peux en citer d'autres, évidemment, Hamilton, qui ont compris aussi, comment il s'appelait donc, Laguerre, enfin bon, toute une série de géomètres qui ont compris qu'il fallait non pas choisir entre une présentation purement géométrique et une présentation par des coordonnées, mais inventer une algèbre spécifique de l'espace, enfin de la géométrie. Alors le dernier, l'exposé le plus léché, c'est celui de Artin, Geometric Algebra. Bon. Et donc le point, c'est qu'il faut créer une algèbre qui ne dépend pas des coordonnées, enfin qui peut engendrer des coordonnées quand c'est nécessaire, mais qui ne dépend pas, et une algèbre qui soit purement géométrique. C'est Grassmann, Ausdehnungslehre, la théorie des extensions. Bon, c'est Möbius, les coordonnées barycentriques, etc. Bon, donc il faut introduire des systèmes numériques ou géoalgébriques, mais qui ont directement une interprétation géométrique, qui ne sont pas imposés de l'extérieur. Bon, alors le plus beau, c'est sans doute Hamilton avec ses quaternions, bon, qui marche remarquablement bien pour la géométrie à trois dimensions, un petit peu pour la géométrie à quatre dimensions aussi. Bon, c'est-à-dire qu'on sait bien que le groupe SO4, c'est SO3 fois SO3 à peu près. Bon, donc, il y a les quaternions.
Et les quaternions, ce sont des, bon, les quaternions, ce sont des objets géométriques. Géométriques. Un quaternion, c'est bon. Un quaternion, d'abord, c'était un vecteur à 3 dimensions, puis ça collait pas parce que quand on faisait le produit de 2 vecteurs, il se rajoutait une 4e dimension automatiquement. Donc, et d'ailleurs, notre terminologie produit scalaire et produit vectoriel des vecteurs, c'est que les vecteurs de l'espace à 3 dimensions sont des quaternions purs, donc là, dans la partie scalaire est nulle, et quand on fait le produit de ces deux vecteurs considérés comme quaternions, ben, il y a un scalaire d'un côté, un vecteur de l'autre. Bon. Alors, celui qui a bon, quaternion, il y a eu une vogue, enfin, Hamilton était complètement fanatique de ces quaternions, il voulait tout faire avec les quaternions. Il en faisait une religion, entre deux coups de whisky, parce qu'il picolait pas mal. Bon, alors il voulait en faire une religion. Et ensuite, le coup de génie qui est venu, c'est, comment il s'appelle, Gibbs. Gibbs a écrit un livre sur le calcul vectoriel, et c'est lui qui a repris à l'intérieur des quaternions ce que nous utilisons, et les physiciens encore plus que nous, pour la géométrie à 3 dimensions, le calcul vectoriel, y compris le nabla, enfin l'opérateur nabla, qui est la généralisation du gradient, etc. Bon, donc, je veux dire que là, Gibbs a permis la popularisation de ça. Et à ce moment-là, bon, ben, les vecteurs, on n'avait pas l'impression de créer un objet mythique qui était le quaternion. On avait, bon, un vecteur dans l'espace à 3 dimensions, c'est assez facile à visualiser, c'est assez facile à comprendre. Donc, le calcul vectoriel, tel qu'il est utilisé, bon, dans les exposés élémentaires de géométrie à 3 dimensions, est couramment à 3 à 4 dimensions par les physiciens. Avec juste raison. Gibbs était un physicien, d'abord, n'oublions pas. Bon. Donc voilà. Donc l'histoire de la géométrie, je veux dire, elle se poursuit au cours du XIXe siècle avec ses allers-retours et la synthèse idéologique, je précise idéologique, c'est l'ouvrage de Hilbert. À ce propos, vous n'avez jamais entendu parler d'un mathématicien occidental qui s'appelait Gilbert? Dans la presse occidentale pourrie, on n'en parle jamais de M. Gilbert. C'est ce qu'avait dit Marché un jour. Parce qu'il avait lu un texte soviétique. Alors, on sait bien qu'en russe, le H aspiré se traduit par gamma, par gay. Alors, il avait lu Gilbert. Et il nous avait tous engueulés en disant qu'on n'y connaissait rien, qu'il fallait aller en Russie pour comprendre ce qui se passait chez nous. Bon, n'oublions pas que monsieur Marchais a été volontaire pour aller travailler dans l'industrie métallurgique allemande en 42 et 43. Et que c'est pour ça que Staline l'aimait bien. On le tenait. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Je vais faire encore du mauvais esprit. Alors, donc, l'évolution de la géométrie. Alors, quelle est la contribution absolument fondamentale de Hilbert, ou de Gilbert, si vous voulez, de Hilbert? C'est que, bon, d'abord, tous les exposés traditionnels, il y a toute une partie les exposés traditionnels qui reposent sur l'axiome d'Archimède. Le plus simple, c'est le théorème de Thalès. Que ça sur ça, c'est la même chose que ça sur ça, en termes de longueur. Bon, alors, traduit de manière un petit peu plus formelle, c'est le théorème où intervient l'axiome d'Archimède, où intervient la continuité dans la géométrie. Sous la forme d'un théorème relativement simple, c'est que si j'ai une fonction qui envoie les nombres réels vers les nombres réels en respectant l'addition, et en envoyant un nombre positif sur un nombre positif sur un nombre positif, disons, eh bien, ou respectant l'ordre, enfin respectant ou renversant l'ordre et l'addition, eh bien, c'est une application linéaire. F de x égale à x, ou à x plus b, si on choisit l'origine ou pas. Bon. Toute la théorie de Eudox, extraordinairement belle théorie d'Eudox, qui est appliquée par Euclide et ses successeurs pour démontrer ce théorème, le théorème de là, bon, repose sur ce simple fait que un certain type de fonctions sont automatiquement linéaires. Toute la théorie des rapports d'Euclide peut se résumer à ça. Mais ce qu'a vu
ce qu'a vu Hilbert, c'est qu'il donne une axiomatique géométrique de la géométrie. Il n'y a pas de coordonnées. Il donne une axiomatique géométrique, bon, et il met l'axiome d'Archimède, mais il le met avec un astérisque. C'est-à-dire les choses qui dépendent de l'axiome d'Archimède et les choses qui n'en dépendent pas. Et son grand effort, c'est de développer une partie importante de la géométrie classique, bon, par exemple, le théorème de Thalès et tout ça, sans utiliser l'axiome de continuité, sans utiliser l'axiome d'Archimède. Et il y réussit. Alors, il y réussit comment? C'est en fait là qu'il fait le couronnement du principe de l'algèbre géométrique, c'est qu'il montre, bon alors traduisons pour nous maintenant dans un exposé un petit peu modernisé, que si on a un ensemble de points de droite qui vérifie un certain nombre d'axiomes, eh bien, on peut déterminer un système de coefficients qu'il appelle un système de... Comment il l'appelle, moi? Enfin, pour nous, c'est un corps commutatif. Un corps commutatif de telle sorte que les points du plan soient repérés par deux coordonnées prises dans ce corps. Donc, le corps des coefficients est engendré par la géométrie. Alors ça, si vous prenez le livre d'Artin, Geometric Algebra, c'est développé bon, encore plus élégamment que sous Hilbert. Bon, pourquoi plus élégamment? Parce que Hilbert introduit d'emblée tous les axiomes de la géométrie, y compris les axiomes de déplacement, de rotation. Et bon, c'est-à-dire ce qui dépend de la distance et ce qui n'en dépend pas. Alors que Artin ou d'autres, bon, ils précisent d'abord ce qui ne dépend pas de la notion de distance ou d'angle, et puis ensuite ce qui en dépend. C'est-à-dire, est-ce qu'on introduit une forme quadratique ou pas? Bon, alors, mais enfin, bon, l'essentiel des idées, il est chez Hilbert, et c'est pas tout à fait par hasard, parce que Artin et ces gens-là étaient des disciples de Hilbert. Donc, on construit une géométrie, et c'est en séparant, il est très très soigneux, ceci dépend de l'axiome d'Archimède, ceci n'en dépend pas. Et la quasi-totalité des énoncés de Hilbert sont faits de telle sorte que l'axiome d'Archimède ne joue pas. C'est-à-dire qu'on peut remplacer les coordonnées qui sont des nombres réels par des coordonnées prises dans un corps commutatif. C'est la manière dont nous traduisons ça aujourd'hui. Bon, voilà, donc voilà l'évolution de la géométrie au XIXe siècle. Et alors, est-ce que c'est difficile de classer ça? Est-ce que c'est une période classique, une période romantique ou une période moderne? J'ai du mal à dire ça. Bon. C'est certain qu'il y a un cheminement qui est partiellement souterrain. Je veux dire que les motivations sont partiellement souterraines, mais que, bon, il y a toute la géométrie, on veut, en fait, on veut obtenir, enfin, on développe beaucoup la géométrie à cette époque-là, hein, parce que bon, il y a plein de choses nouvelles qui sont développées au XIXe siècle en géométrie. Quand ce ne serait que, par exemple, la géométrie projective, la géométrie non euclidienne, la trigonométrie non euclidienne, etc. Bon. Mais c'est pas, je veux dire, il y a pas, disons qu'il n'y a pas un cheminement idéologique là-dedans. Enfin, il y a d'autres parties des mathématiques à cette époque-là suivent un cheminement idéologique. Bon, le programme de Kronecker, qui est que il y a ce que Dieu a créé, ce sont les nombres entiers, tout le reste est une construction de l'homme. Bon, ben ça, c'était vraiment une idéologie. Bon, la théorie des ensembles, c'est une idéologie. C'est clair que c'est une idéologie. En tout cas, ça a été utilisé comme une idéologie. Bon, alors, la géométrie, je laisse de côté les parties peut-être les plus fascinantes de la géométrie, mais qui sont considérées comme un peu différentes, c'est la géométrie différentielle. Alors, il y a l'apport inouï des Italiens là-dessus. Ricci, Bianchi, etc. Et tous les ans à Venise, sous la direction de Charles Aluni, on célèbre un de ces mathématiciens italiens ou physiciens italiens remarquables. Bon, alors, voilà. Donc, le développement. Et ensuite, voilà donc le cheminement. Alors, est-ce que ce cheminement suit? Bon, il ne rentre pas tout à fait dans les schémas que j'ai précisés. Et tant mieux d'ailleurs, parce que quand on fait des schémas en histoire, il vaut mieux qu'il y ait des choses qui ne rentrent pas dedans. Alors maintenant, bon, passons. Alors, bon, est-ce que c'est une période romantique? Bon, il y a eu diverses phases. Je dirais que Möbius et des gens comme ça, c'est vraiment la phase romantique. Ils apportent des objets nouveaux, ils nous montrent, ils nous mettent sous les yeux des objets nouveaux qui n'existaient pas avant, et ils nous changent notre perception. Bon, je ne parlerai pas.
peut-être que la géométrie non euclidienne, pour ça, est le plus, surtout sous la forme que Poincaré a développé, bon, ce qui ensuite a amené bon, au pavage, etc. Bon, le pavage du plan hyperbolique, enfin, bon, ce qui artistiquement a été développé par Escher. Bon. Alors maintenant, j'arrive, bon, l'heure passe, je vais étudier euh, un problème, je vais m'intéresser à un problème qui est qu'est-ce que c'est qu'une démonstration, qu'est-ce que c'est que la rigueur. Alors ça, c'est un sujet énorme, 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 que je ne vais pas traiter en 10 minutes. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Alors d'abord, il y a plusieurs modèles de démonstration. Et celui que nous avons n'est peut-être pas le modèle définitif. Alors, déjà historiquement, quand on regarde la géométrie chinoise, bon, vous regardez le très beau livre de mon ami Karine Chemla là-dessus, bon, les 9 chapitres, et vous verrez que en géométrie, le paradigme de la géométrie chinoise, c'est le suivant. Tel problème, qu'en général, il formule sous manière architecturale ou bon, géographique, je veux dire. On a une ville, etc. Plutôt que de dire j'ai un carré, je dis j'ai une ville, etc. En fait, c'est clair que tout l'habillage n'est qu'un habillage et que c'est un carré et pas une ville. Bon. Une ville sous forme de carré avec ses murailles, etc. Et alors, bon, on pose un certain nombre de problèmes qui, en général, c'est la possibilité de faire telle construction. Alors, la démonstration, en général, comprend deux parts. D'abord, une série de dessins avec des constructions extrêmement soignées et précises. Et ensuite, l'injonction vois. Vérifie, autrement dit, que la construction que je viens de te donner satisfait bien aux exigences que j'ai faites. Mais vois, vois. Donc, notre CQFD, c'est vois. Bon, donc c'est un style de démonstration assez différent, beaucoup plus constructif que ce que nous faisons d'habitude. Bon. Et ça, c'est un style de démonstration. Alors, la démonstration euclidienne, selon le schéma euclidien, bon, avec, bon, c'est ça euclidien, bon, avec les hypothèses, l'énoncé du problème, les hypothèses, les outils qu'on va utiliser, un enchaînement, non pas de dessin. N'oubliez pas que dans les éditions d'Euclide, il n'y a pas de dessin. Hein. Il n'y a pas de dessin. C'est les commentateurs ultérieurs qui ont mis les dessins parce qu'ils avaient du mal à suivre. Le texte d'Euclide n'a pas, dans toute sa forme orthodoxe, n'a pas de dessin. Bon, alors, ou sauf des dessins tout à fait symboliques, bon, des points sur une droite pour mesurer, pour parler de grandeur qui sont proportionnelles et des choses comme ça. Mais bon, mais il n'y a pas de dessin alors que la mathématique chinoise n'est que dessin. En même temps, la manipulation des nombres, bon, il y a la théorie, le cinquième livre d'Euclide, la théorie des rapports, c'est-à-dire en fait la première forme, l'axiome d'Archimède, c'est-à-dire la première description, et qui est correcte d'ailleurs, logiquement, avec des nombres réels, mais qui est difficilement utilisable. Et chez les Chinois, il y a au contraire quelque chose de très pragmatique. Bon, les Chinois sont capables de calculer, bon, je ne sais pas, au début de notre ère, on est capable de calculer une solution d'une équation du 7e degré avec 6 décimales. Bon. Et, bon, parce qu'ils manipulaient très bien le calcul des racines, les approximations, bon, et le calcul décimal avec un nombre de décimales qui n'était pas négligeable. Bah, 6 décimales au XIIIe siècle, c'est beaucoup. Beaucoup. Bon. Et Gauss, qui était un calculateur fantastique, et Euler, qui étaient des calculateurs fantastiques, mettaient leur point d'honneur à donner 20 décimales. Mais 20 décimales, on ne les a pas dépassées pendant longtemps. Bon, Euler, vous savez que le fameux théorème somme des inverses des carrés égale pi2 sur 6, le problème de Bâle, Euler donne une solution numérique avec 6 ou 8 décimales. C'est-à-dire, cette série aussi lentement convergente que la somme des inverses des carrés, il la calcule avec 6 ou 8 décimales. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais enfin, c'est pour montrer que qu'il y avait peut-être moins de ruptures chez les Chinois, enfin je suis prudent en disant ça, moins de ruptures entre une science théorique et une science pratique. Ils ne mettaient pas une barrière aussi étanche que chez nous. Alors que chez nous, bon, il y a des gens qui ne mettaient pas la barrière. Je vous dis, Euler faisait du calcul numérique avec grande précision. On a toujours dit, Euler ne sait pas ce qu'une une série convergente. Tu parles. Non, il l'appelait série numériquement convergente.
celles qui correspondent à notre définition d'une série convergente, il disait série numériquement convergente. Ensuite, bon, etc., il a manipulé d'autres qui n'étaient pas convergentes, c'est-à-dire des séries qui n'étaient pas convergentes, mais auxquelles il donnait une somme par tel et tel procédé. Bon. Alors donc, oui, démonstration et rigueur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, bon, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des histoires différentes de ce que c'est qu'une démonstration, des traditions différentes, et que il s'agit de savoir ce que nous appelons la rigueur. Alors, la rigueur, ma thèse, qui est de nouveau pas très politiquement correcte, c'est que c'est une notion qui évolue. Si on regarde l'histoire, bon, quand, quand on dit, par exemple pour Euler, j'ai beaucoup fréquenté Euler, quand on dit d'Euler, oui, bon, c'est parce que c'est qu'une série convergente, etc. Bon, c'est pas vrai du tout, bien sûr. Ces raisonnements étaient approximatifs. Bon, c'est vrai qu'il s'appuyait sur des techniques, la technique des infiniment petits, dont il connaissait parfaitement les limites logiques. Les objections de Berkeley, il les connaissait bien entendu. Et bon, et il fait bien attention justement. Enfin bon, il fait bien attention. Quand il manipule les infinis, il connaît les précautions à faire pour le faire. Il fait des calculs où entre formellement des infinis, par exemple la somme de la série harmonique qu'il appelle grand delta. Mais bon, c'est fait de telle manière que rétablir la cohérence au sens où nous l'entendons, la rigueur au sens où nous l'entendons, c'est facile, c'est pas très difficile. Et il le savait parfaitement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la rigueur? Bon, alors, moi je prends toujours l'exemple de, de, de l'air qui est réputé justement, bon, on a dit. Heureusement qu'au 19e siècle, on a remis l'analyse sur ses pieds parce que avec Euler, c'était pas du tout cohérent, c'était pas du tout rigoureux. Or, il est très difficile de trouver dans les énormes quantités de volumes publiés par Euler un résultat mathématique qui soit faux. Il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a pratiquement pas. Sauf peut-être quelques erreurs matérielles ici ou là. Bon, des erreurs de copie, je dirais. Bon. Mais il n'y en a pas. Bon, donc qu'est-ce que c'est que la rigueur? Alors, chaque génération dit, ceux d'avant, ils ne savaient pas ce que c'était que la rigueur. Mais nous, on va leur montrer ce que c'est que la rigueur. Tout le développement du 19e siècle a été en particulier pour les nombres réels. Bon, ça a été effectivement, il y a eu de grands progrès de fait. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'infini en analyse aujourd'hui, mais bon, Bolzano et tout ça, c'est quand même bon. Et puis Cantor et tout ça, c'est quand même un énorme progrès dans la compréhension des déclines, un énorme progrès dans la compréhension de l'infini. C'est exact. Ce qui ne veut pas dire que ce qui était fait avant était totalement faux. Bon. Donc, qu'on puisse étudier avec plus de rigueur, donc on a apporté de la rigueur. Mais on se vante de dire, oui, mais cette fois, nous avons la rigueur finale. Nos ancêtres, évidemment, étaient trop ignorants pour manipuler la rigueur, mais nous l'avons. Et ça, la génération d'après fiche ça en l'air. Ce que, bon, au début du XXe siècle, sous l'influence de Gilbert, Monsieur Marchais, sous l'influence de Hilbert, disons, soyons sérieux, de Hilbert, euh, on a introduit la théorie, enfin, on a considéré, Dedekind et Hilbert, tous les deux, il faut le dire, Dedekind et Hilbert, ont considéré que on avait par la théorie des ensembles une approche définitive et rigoureuse des concepts de nombres entiers, ça c'est Peano, ou réel. Bon, c'est Dedekind. Dedekind a fait les deux. Bon. Or, bon, tant mieux. Mais en fait, au XXe siècle et au XXIe siècle, on travaille dans le même marasme que Euler, c'est-à-dire que nous travaillons avec des bases qui sont insuffisantes. Bon, dès qu'on enseigne la théorie d'ensemble, on met en garde. Naturellement, l'ensemble de tous les ensembles, ça ne peut pas avoir de sens. C'est le paradoxe classique. L'ensemble de tous les ensembles, ça ne peut pas avoir de sens. Il n'empêche que je vais dans cette salle ou dans d'autres salles analogues, c'est suivre des séminaires modernes, on me dira, bah, tu prends la catégorie de tous les groupes, et puis la catégorie des foncteurs de cette catégorie dans la catégorie de tous les ensembles. Tout ça, c'est des objets qui n'existent pas, qui n'ont pas de sens. Parce que l'ensemble de tous les ensembles n'a pas de sens, donc l'ensemble de tous les groupes n'a pas de sens, c'est clair. Bon. Alors on me dit, oui, bon, d'accord.
et on fait semblant de ne pas voir la difficulté. Ou alors, quand on est vraiment formaliste, comme Grothendieck l'avait fait, on dit oui, mais je vais introduire un univers, je considérais que les groupes dans cet univers, ceux-là, ils forment une bonne catégorie parce que l'univers donné, c'est un ensemble. Bon, sauf que ça oblige à introduire une construction très artificielle et pénible, ça faut dire. Le seul livre que je connaisse où, en dehors des travaux de Grothendieck, où on a pris ça au sérieux, c'est le livre de Gabriel et de Mazur sur les groupes algébriques. Et malheureusement, c'est un excellent livre, mais ça le rend illisible. Ça le rend illisible. Ça le rend illisible. Ça le rend illisible. Bon, et ils l'ont pris au sérieux. Bon, à ceci près, ils l'ont pris au sérieux, mais il y a quand même une réserve. C'est que pour ça, il faut supposer qu'il existe des univers, et que les logiciens, bon, après Cohen, ont étudié ça en détail, et que ça veut dire qu'il faut admettre qu'il y a des grands cardinaux. Or, l'état logique de l'existence des grands cardinaux est un cauchemar. On ne peut pas démontrer qu'on peut démontrer qu'on ne peut pas démontrer qu'on peut démontrer, etc. Enfin, je galège un peu. Mais je veux dire que l'existence des grands cardinaux est démontrée par les méthodes du forcing être indépendante des autres actions de la théorie d'ensemble, mais personne n'a de démonstration de la non-contradiction. Donc, si je postule l'existence d'univers, plus quelques particularités, je suis dans un domaine où je suis aussi en peine pour me justifier que Euler avec les infiniment petits face à Berkeley. S'il y avait un Berkeley aujourd'hui qui voulait nous embêter, il ferait les mêmes réflexions. Donc, ce que nous avons considéré comme l'achèvement final des mathématiques au XXe siècle, je suis solennel, aussi solennel que Dieudonné aurait pu l'être dans cette salle quand il menait ce séminaire il y a 40 ans. Bon. Si je crois, si je crois donc à la possibilité si je crois à la théorie d'ensemble, vraiment je peux même pas y croire. Si j'admets les univers, vraiment tout marche. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui me garantit que j'ai le droit de le faire? Donc, nous savons, alors ça c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup. Nous savons donc que la notion de rigueur est relative, puisque chaque génération croit avoir atteint la rigueur finale et en fait il est balayé par la génération d'après, et la génération d'après est déjà là. Bon, la simple pratique, à une époque donnée, la simple pratique jusqu'au bout des possibilités mathématiques viole les frontières qu'on s'est placées. Et qu'on s'est placées pour des raisons logiques, avec nécessité bien sûr, mais on les viole à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que les mathématiques ne se cassent pas la figure? Je vais prendre un exemple, j'étais à Péresque, je ne sais plus qui était avec moi à Péresque. Péresque, c'est un endroit merveilleux dans les Alpes, pas très loin au-dessus de Nice, dans la vallée du Var, qui est un petit village. Péresque, c'est un des grands personnages de la Renaissance, un des grands humanistes. Et Péresque est la référence des francs-maçons de Bruxelles. Et les francs-maçons de Bruxelles sont les patrons de l'université libre de Bruxelles. Libre, ça veut dire libre par rapport à l'université catholique de Louvain, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Or, je ne sais plus quelle famille, j'ai passé une semaine là-bas qui était très agréable. Et ensuite, c'est dans une région très montagneuse, et il y a en particulier des quantités de pierriers. Je ne suis pas un grand montagnard, et quand il fallait traverser le pierrier, je préférais que quelqu'un me tienne par le bras, ou je ne m'aventurais pas. Bon. Ce qui veut dire que quelqu'un de raisonnable ne va pas aller au bord du gouffre s'il va au bord du gouffre, il se met un petit peu en retrait pour ne pas tomber, ou il prend des précautions. Je veux dire que constamment, c'est intéressant d'aller au bord du gouffre, c'est intéressant d'aller jusqu'à ses limites, mais à condition d'être prudent. Et en mathématiques, nous allons assez souvent, sans le reconnaître, aux limites, mais le bon sens mathématique, qui n'est pas une catégorie quantifiable ou formalisable, le bon sens nous dit non, va pas plus loin. Bon, la catégorie de tous les ensembles, bien sûr que ça n'existe pas, mais le raisonnement que je vais faire pourrait être redécalqué en évitant ça. De la même manière que Euler savait que les raisonnements qu'il faisait, où il utilisait librement les infiniment petits, il pouvait les répéter sans infiniment petits, et là, ça semblait plus sûr à certains. Donc, ma conclusion, c'est que la notion de rigueur est une notion très très relative et très historique, qui dépend avec une dépendance historique. Alors,
je vais arrêter là. Qu'est-ce que je pourrais ensuite dire? Bon, insister sur les outils, que les mathématiques n'existent pas sans outils, et que l'évolution des mathématiques, c'est aussi l'évolution des outils. J'en ai déjà dit un mot avec les progrès de la numération. Bon, avec la géométrie, bon, la géométrie, elle ne se fait c'est pas sans. Il n'y a qu'à regarder les tableaux de la Renaissance. Le géomètre, c'est qui donc c'était bon, enfin bon. Bon, il y a un géomètre à la Renaissance, ça se représente avec une sphère, en général une map monde ou bien une sphère céleste, des compas, des règles, etc. C'est-à-dire avec un outillage. Et quand j'allais au lycée dans ma jeunesse, ben, on traînait la planche à dessin, l'équerre, le compas, etc. Bon, donc il y avait des outils. Bon, ces outils sont devenus complètement obsolètes aujourd'hui, bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a 50 ans, c'était des outils indispensables. Et, le, et alors, régulièrement, les problèmes d'enseignement, c'est toujours la même chose. Je veux dire, quand j'étais, moi, à Saint-Louis, on avait des cours de dessin industriel ou de dessin bon, qui n'avaient plus aucun sens. Fait déjà plus aucun sens. Déjà plus aucun sens. Et on nous interdisait, par exemple, quand on faisait un dessin, de coter les choses et de mesurer. Bon, ça, bon, je fais, si je dois faire un point, je calcule ses coordonnées, ce n'était pas très difficile, et ensuite je prends ma règle graduée, je fais ça. Ça, c'était interdit. Ça, c'était interdit. Donc, ça veut dire qu'on avait des outils, mais bon, l'invention de la géométrie, la géométrie, comment ça s'appelait donc, de Monge, la géométrie descriptive de Monge, c'est une grande invention en son temps, une extraordinaire invention. Mais 150 ans plus tard, c'est complètement périmé. Et les meilleurs outils mathématiques, les mathématiques progressent en créant des outils adaptés à leur époque. Et l'invention de Monge, c'était une sacrée invention, parce qu'il s'agissait de construire des fortifications en étant capable de représenter les parties cachées. C'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'il a fait ça. Parce que bon, quand on construit une forteresse, il y a des parties cachées qui ne sont pas accessibles à l'artillerie du dehors. Et il faut quand même il faut quand même que le constructeur ait un schéma qui lui dise comment construire. Bon. Donc, un outil, bon, Monge était un génie, c'est clair, c'est un génie. Bon, je ne parle pas de toute sa carrière politique sous la Révolution et sous Napoléon. Bon, mais je veux dire que mais il crée des outils. Bon, constamment, les mathématiques, à une époque donnée, on crée des outils. Nous, qu'est-ce que c'est? Bah, il y a 50 ans, c'était la calculatrice de poche. Aujourd'hui, c'est le gros ordinateur. Enfin, c'est pas la peine que je vous raconte tous les outils qui ont été créés dans ces 40 dernières années. Donc, des outils. Et il faut à chaque fois penser les mathématiques d'une époque donnée en fonction des outils adaptés. Bon, et pour l'enseignement, je terminais par ça, pour l'enseignement, bah, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que l'enseignement s'accroche souvent, trop longtemps, aux choses qui ont eu du succès dans le passé et pas assez. Bon, par exemple, je sais, mon gendre enseigne dans un lycée professionnel. Il enseigne la dérivée. Il n'y a pas une définition avec 36 epsilon. Il y a un programme qui fait tourner une droite et qui montre qu'elle arrive à une position limite qui est une tangente. Bon, et il a donné à ses élèves le bon sens de ce que ça veut dire, le sens de ce que ça veut dire. Bon, il leur fait pas. Il leur fait des séries de Fourier. Bon, il ne démontre pas les théorèmes subtils sur les séries de Fourier que pourrait nous faire Yves Meyer ou Jean-Pierre Kahn, etc. Non, bon, bon, il a des expériences, comme il enseigne maths et physique en même temps, parce que c'est une des caractéristiques de l'enseignement professionnel qui est bonne, je dis bien, qui est bonne. Bon, ben, il faut que ces gars sachent que quand il y a une résonance, ben, quand l'appareil saute, c'est parce que ceci, cela. Donc, une série de Fourier, il faut qu'ils en aient le sentiment. Bon, alors, il ne va pas faire une théorie abstraite des séries de Fourier, d'ailleurs, il ne saurait pas sans doute. Enfin bon, c'est pas la question. C'est pas son métier, c'est pas son métier. N'empêche que les étudiants qu'il forme sortent avec une bonne connaissance de ce que c'est qu'une série de Fourier. Peut-être meilleure que certains de nos étudiants qui ont appris toutes les définitions formelles. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas, ça c'est la note finale, c'est le cocorico final, je veux dire que c'est l'enseignement, bon, l'enseignement doit tenir compte du fait que l'évolution des mathématiques est aussi l'évolution des instruments mathématiques et que bon, il faut tenir compte des nouveaux instruments pour s'adapter. C'est pas facile parce que ça oblige à se remettre en cause en permanence. Et bon, je ne sépare pas les mathématiques des outils qui expriment les mathématiques et qui leur permettent de se développer. Bon, alors, je vous ai dit beaucoup de choses incorrectes. Bon, ben j'en ai fait. Merci.